Aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué que jamais. Il y a une réalité sociétale qui fait qu'il y a beaucoup plus de violence dans la relation amoureuse avant de trouver la bonne personne. La vie commence à 45 ans, une émission d'Isabelle Plançon. Écoutez l'histoire de femmes et d'hommes qui ont décidé de prendre leur vie en main après 45 ans. Et cet après-midi, on va parler d'amour, on va parler rencontre, on va parler couple. Alors, pour comprendre pourquoi parfois on ne rencontre pas les bonnes personnes, pour découvrir quelles étapes on doit accomplir pour enfin trouver notre âme sœur, j'ai invité une experte en la matière qui est Bénédicte Anne. Elle est écrivain et coach amoureux depuis de très nombreuses années. Elle est là d'ailleurs pour les personnes en couple ou seules, célibataires, qui cherchent l'amour, mais aussi qui se posent des questions de pourquoi ça bug en permanence et qui est là pour trouver des solutions avec eux. Bonjour Bénédicte. Bonjour Isabelle. Je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui dans mon émission, tout particulièrement parce que j'ai énormément pensé à toi pendant de nombreuses années, car j'avais acheté ton livre qui s'appelait « Le prochain est le bon ». C'est le bon. C'est le bon, pardon. Et ça a été mon livre de chevet pendant des mois. Donc je suis ravie de t'avoir là dans mon émission. J'ai une toute première question. Je voudrais te demander comment on peut retrouver l'amour après 45 ans. On y va direct. Alors direct, il y a 3 raisons qui font qu'on ne peut pas trouver et donc on va prendre le pendant positif. Premièrement, effectivement, comme tu l'as dit, on a accumulé beaucoup d'échecs et le bagage amoureux que l'on porte est plus important qu'à 20 ans. Ensuite, à 45 ans, on n'a pas la même envie de transgression qu'à 20 ans. Donc on va pas forcément aller à l'opposé de nos goûts pour enquiquiner papa et maman. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important parce qu'à 20 ans, on peut faire des alliances bizarres et inattendues par provocation, puis après 45 ans. Et le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué que jamais. Il y a une réalité sociétale qui fait qu'il y a beaucoup plus de violence dans la relation amoureuse avant de trouver la bonne personne. D'accord. Quand je lisais ton livre, je me souviens que tu proposais de faire un bilan un peu de ce qu'on avait fait avant. Ça veut dire quoi? On fait l'introspection? Alors, ça veut dire que quand on a plus de 45 ans, en général, on a une grosse histoire avec les enfants. On a une histoire de jeunesse entre 15, 18, 20, 25, autour de 5-10 ans. Et on a une histoire passionnelle plus courte. Souvent. C'est la moyenne. Après, chacun est différent, évidemment. Mais l'idée, c'est qu'on a 3 relations qui ont compté. Et dans ces 3 relations, il y a un point commun. Tu devines lequel? Non. Le point commun, c'est toi. Et la deuxième chose importante, c'est que ça s'est terminé. Ouais. Donc, il y a eu des raisons pour lesquelles ça s'est terminé. D'où l'introspection. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à suivre le fil conducteur qui va nous montrer que finalement, chaque relation était condamnée. Oui, je comprends. On a tous à faire une introspection à ce sujet. Il y a un moment donné où, d'ailleurs, tu parles d'erreur de casting. C'est justement le moment de l'introspection. C'est-à-dire que tu regardes les signes que tu n'as pas voulu voir parce que il était si beau, elle était si tendre, ou au lit, ça se passait si bien. Et en fait, tu ne veux pas voir le truc qui bloque. Et c'est le truc qui bloque que tu as mis de côté parce que tu étais pressé, qui va te remonter à la figure quelques mois, voire quelques années plus tard. Il y a aussi autre chose dont je me souviens dans ton livre. Quelquefois, on est comme programmé, enfin, je sais pas si je vais bien le dire, mais on est comme programmé dans l'enfance pour avoir que des échecs amoureux. Alors, on choisit pas nos partenaires par hasard. Il y a, au départ, je pense, un peu de méconnaissance des règles du jeu, de comment ça marche l'amour, mais il y a aussi surtout la recherche désespérée de ce qu'on n'a pas eu enfant, qu'on va projeter en version positive sur la personne qu'on rencontre, qui au départ va nous donner l'impression que ça va être enfin ce qu'on a attendu depuis toujours, le fameux prince, la fameuse princesse, celui qui, celle que, voilà. Et ça va finir par exactement la même relation qu'avec nos parents, à savoir la sœur chouchoute ou le frère chouchou. Donc il y a une tierce qui va arriver, qui va vous voler la vedette. Il va y avoir peut-être quelqu'un qui vous humilie, comme votre mère vous disait, ouais, fais pas comme moi, toi, de toute façon, tu vas pas y arriver, ou t'es comme ton père, cet idiot qui fait rien de ses 10 doigts, etc. Et on va se retrouver quelqu'un qui nous fait vivre, en termes de frustration, la même chose que ce qu'on a vécu autrefois. Si tant est qu'on ait vécu des histoires pas cool. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les familles cool, ça n'existe pas. Ça, c'est vrai. Mais alors, bon, d'accord. Donc, on a compris. Il y a le mauvais casting. Il y a des fois des histoires qui se répètent. Il y a également notre famille qui nous a finalement implanté des choses dans la tête. Mais comment on fait pour changer les choses? Alors, déjà, il faut savoir, d'où part l'échec. Qu'est-ce qui a fait que dans mes 3 histoires importantes, les gens que j'ai vraiment aimés m'ont mis dans une situation de frustration? Qu'est-ce que ça me rappelle de mon passé? Par exemple, l'autre n'est jamais là, il répond pas, il met des heures à répondre, il oublie les dates d'anniversaire, elle a jamais envie de faire l'amour, etc. Qu'est-ce que ça me rappelle? Je me sens
frustrée, impuissante, triste. Ah oui, est-ce que par le passé, j'ai été frustrée, impuissante, triste? Ah oui, quand j'étais petite et puis que je voyais que papa il tapait maman, ou que maman elle faisait la tête, ou que papa était jamais content, ou que maman en fait gloussait avec ses copines et s'occupait pas de moi. Peu importe la raison. Oui. Ça peut être un petit truc, ça peut être un énorme truc. Et contre toute attente, le petit truc peut être vécu beaucoup plus violemment que l'énorme truc. Ce n'est pas ce que nous vivons qui compte, c'est la façon dont nous le percevons. Et du coup, un événement anodin va prendre une importance essentielle pour quelqu'un d'hypersensible ou qui à ce moment-là va être dans une fragilité émotionnelle. Et un événement beaucoup plus violent va, je vais pas dire que ça va se passer bien, mais on pourra plus facilement récupérer. Donc, je prends toujours des exemples extrêmes. Le gars, il s'est barré, il a fait 3 enfants et une autre, ou la fille a abandonné ses enfants. Faut pas croire que ça, c'est violent et que le reste, quand c'est un divorce normal, c'est pas violent. Une séparation, c'est toujours violent. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, en fait, finalement, on peut se déprogrammer d'après toi? Il faut déjà faire le bilan, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les points communs, comment je me suis sentie. Et déjà, j'ai l'expérience de comment je me sens quand ça va pas bien. Et puis comment je me sens dans mon corps. Est-ce que je me sens oppressée? Est-ce que j'attrape des boutons? Est-ce que je tremble? Est-ce que j'ai mal au bide? Ou est-ce qu'au contraire j'ai des papillons dans le ventre? C'est la même idée, mais à 2 extrêmes du spectre. Une fois que j'ai pris conscience que ça se passait dans mon corps et que j'avais ce ressenti-là, déjà quand je fais des rendez-vous, j'écoute mon corps. Oui, et dès que je ressens les signes de la frustration, de l'impuissance, de quelque chose qui me met mal à l'aise, je me dis non, faut pas y aller. Ça c'est pas mal, ça faut pas y aller, faut pas y aller. Manger. D'accord. Voilà, il y a ça, et ensuite évidemment, on peut pas faire l'économie d'un travail sur soi. Ouais. Et en même temps, je connais des gens qui ont passé 20 ans en thérapie qui n'ont toujours rien changé, donc faut trouver la bonne personne. Et le travail sur soi, c'est quoi? C'est en fait rencontrer celui ou celle qu'on a été, qui a vécu les situations pas cool et qui n'a jamais été entendu. Et les gens qui galèrent en amour, ils vont rencontrer des personnes décevantes pour ne pas oublier celui ou celle qu'ils étaient autrefois. Et le jour où on entend enfin, où ils mesurent ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont contenu, comment ils ont voulu faire plaisir, comment ils se sont suradaptés, comment ils ont essayé de finalement d'être l'enfant parfait face à un autre enfant qui occupait l'espace par excès parce qu'il était encore plus parfait, par défaut parce qu'il était caractériel, peu importe. Mais une fois qu'on a pu rencontrer celui ou celle qu'on était et qu'il a été entendu, le besoin de rencontrer des gens qui nous traitent comme nos parents nous traitaient sera beaucoup moins important. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et souvent, dans les thérapies, ils vont pas jusque-là. Oui, c'est vrai. On parle de l'enfant blessé, mais c'est un concept de surface. On a vu ensemble qu'il était nécessaire de faire une espèce d'autocritique pour comprendre pourquoi on en est là. Et maintenant, on va voir qu'il est certainement aussi important de décider. C'est bien ce que tu dis. Tu dis qu'il faut décider qu'on va trouver quelqu'un. C'est un peu ça? Alors, déjà, l'autocritique, moi j'appelle ça l'autodiagnostic amoureux. Ah, pardon. J'ai un livre que j'ai écrit qui s'appelle Autodiagnostic amoureux et qui permet de voir à quel moment on s'est pas respecté, à quel moment on s'est fait abuser avec notre consentement. Ça, c'est la première étape. Et donc, si je fais le bilan de mes relations qui ont compté, je vais voir qu'à chaque fois, j'ai porté un poids qui était beaucoup trop lourd pour moi. Et que ce poids, j'ai été programmé dans l'enfance parce que je me suis occupée de mes frères et sœurs qui étaient plus petits, d'un enfant malade, d'une mère malade, dépressive, etc. Donc, une fois qu'on a fait le bilan et qu'on s'est rendu compte que c'est pas la faute des autres, mais qu'on a une responsabilité dans nos choix amoureux, à ce moment-là, ça va être déjà un choc. Oui. Parce que souvent les gens disent « Ah, j'ai raté ma vie, je suis passé à côté de l'essentiel ». Mais non, pas du tout. T'as que 45 ans ou un peu plus, tu viens de te rendre compte que t'as fait des mauvais choix. Maintenant, débrouille-toi pour que les X années qui te restent à vivre soient de meilleures factures, en fait. Et c'est là où il faut avoir envie. Et souvent, quand j'ai des coachées, elles sont là, elles y vont, parce que bon, j'y vais pas. Ou elles y vont mollement, ou elles rencontrent des types qui leur plaisent déjà pas physiquement, donc on se demande pourquoi elles y vont. Donc moi, j'essaie toujours de voir pourquoi cette personne foire ses rendez-vous, va à des rendez-vous avec des hommes qui ne lui plaisent pas vraiment, auxquels évidemment elle plaît, etc. Et donc, la question du pourquoi et du comment se joue en permanence. Donc il y a la peur, et il y a souvent une auto-interdiction. Je n'ai pas le droit d'être heureuse en amour, parce que pour me donner la vie, le parent du même sexe que moi a dû subir l'autre parent. Ça peut être aussi l'autre parent, hein. Parfois c'est les deux. Mais... Donc souvent en fait ça vient de l'enfance tout ça. C'est pas souvent, c'est tout le temps. D'accord. Ok. Et je vais te donner un exemple. Si donc t'es né, on va dire dans les années 70 ou avant, à ce moment-là, ta mère, elle a batifolé. Et puis elle est tombée enceinte. Et puis c'était avant l'avortement. Puis dans ton milieu, ça se faisait pas. Puis en province, ça se faisait pas. T'es enceinte, qu'est-ce que tu fais? Le gars, il fait son job, il épouse la fille. Oui. Et toi, tu nais de cette union. Et quand elle se marie, ok, elle est pas fille-mère, elle a pas la honte sur elle, mais elle découvre que le gars qu'elle a épousé, soit il joue, il est égoïste, il la prend pour sa bonne, etc. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Moi, la fille qui suis née de cette union, je ne peux pas m'autoriser à être plus heureuse que ma mère, parce que ma mère, pour me donner la vie, a dû sacrifier la sienne. Et souvent, les mères disent à leurs filles, leurs enfants, je me suis sacrifiée pour vous. Oui.
Et donc après, finalement, la personne va se sacrifier aussi pour En pour elle. choisissant des hommes qui la rendront pas plus heureuse que papa a rendu maman heureuse, ou le contraire, hein, et surtout en ne s'autorisant pas à trouver quelqu'un qui a toutes les qualités dont elle a besoin. Soit financièrement il a pas de sous, soit il fait rien, soit il est caractériel. On ne choisit pas les bonnes personnes. On choisit des personnes qui ne correspondent pas à ce dont nous avons vraiment besoin, parce que d'une part, nous sommes dans un mémorial aux parents qui nous a élevés et qui nous a bien fait comprendre que sa vie n'était pas simple. Et en plus, c'est parce que nous ne pouvons pas être plus heureux que ce parent, parce que nous ne pourrons jamais rembourser sa souffrance. Donc cette dette de vie que nous avons, nous la remboursons en n'étant pas très heureux. Bon, bah c'est du lourd, hein. Mais c'est universel, hein. Ok, mais alors, si on pouvait parler un petit peu positif, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche? Alors pour que ça marche, je prends conscience. Ensuite, je réalise que si je me suis trompée, c'est parce que je n'avais pas fait ce travail. Maintenant, j'ai envie, je suis prêt, je suis prête et je passe à l'action. Ok, je passe à l'action, ça veut dire quoi? Je vais où pour Alors, rencontrer quelqu'un? ça dépend où j'habite, Mhm. ça dépend quel âge j'ai, mais globalement, aujourd'hui, à moins de vivre dans une grande ville, on est obligé de passer par les sites et les applications de rencontres. Tu es pour, toi? Ah, moi, je suis pour parce que 95% de mes coachés trouvent l'amour sur une application. D'accord, mais parce que tout le monde dit sur les applications, il y a que des tarés, il y a que des prostituées, ou, voilà, on dit des choses très négatives. Toi, tu dis qu'on peut trouver l'amour, comment on fait? Évidemment qu'on peut trouver l'amour sur une application, sur un site, sinon, il n'y a plus rien à faire, on reste chez soi et on dort, quoi. Je suis d'accord. D'abord, des tarés, des prostituées, il y en a partout, tu vas dans n'importe Oui. quelle boîte de nuit, hein, On est tout à fait d'accord. Voilà, il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit j'y vais en ayant une attente énorme et je cherche quelqu'un qui n'existe pas et dans ce cas-là je vais être déçu. Bien sûr. Soit je sais ce que je veux, donc je réfléchis avant à ce Oui. que je veux partager, à qui je veux rencontrer. Et à partir de là, je fais ce que j'appelle la méthode Terminator. Ah. Ça veut dire j'élimine. Ah, mais tu me fais rire, toi, t'es extra. Ah, je te jure. La méthode Terminator, c'est je sais ce que je veux et quand ça rentre pas dans mes cases, j'élimine. De toute façon, c'est un entonnoir, il n'en restera qu'un. Et c'est ça qu'on veut. Ou une, hein, évidemment. Même une fille quelconque physiquement et même pas très intéressante a le droit d'avoir un partenaire, une partenaire, à chaque peau son Et couvercle. un homme inversement aussi. Et hein. inversement, les hommes. Oui. Et ce qui est assez curieux, c'est que même quand les gens savent exactement ce qu'ils veulent, ils me disent « Oui, mais il est en train de divorcer. Ah, il est en train de divorcer. Mais il partage encore la maison parce qu'il faut la vendre avant le divorce, que sinon on paie plus de frais. Oui, mais tu sais, il est pas libre tout le temps, mais il dort pas avec sa femme. Voilà. Il dort Oui, plus avec elle. toujours les mêmes trucs, quoi. Voilà, donc même quand les gens sont complètement divorcés, ils ont souvent des Cruella dans le placard, des Cruello, enfin des bad boys, tu vois. Et voilà, il y a ça, il y a je sais ce que je veux, et quand je suis en face de quelqu'un qui a une vie compliquée, je ne m'embarrasse pas avec ça. Quand le gars commence à disparaître, c'est pas ce qu'il veut, dit ce qu'il fait, mais finalement fait pas ce qu'il dit, enfin, il y a un moment donné, c'est ping et pong, ou rien. Et aujourd'hui, comme tout le monde fait n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, parce que tout le monde se fout de tout, c'est ah mais je vais te ghoster. Tu sais ce que ça veut dire ghoster? Oui, oui, ghoster. Je te ghost parce que voilà, je te ghost. Je trouve ça horrible. C'est-à-dire que quelquefois, il y a des gens, ils vous ont embrassé, ils ont même mis leur sexe dans le vôtre, Ouais. un truc le plus intime qui soit, Ouais. et ensuite, ils vous parlent plus. Il faut comme si vous avez jamais existé. Mais c'est totalement immonde. Même les animaux ne font pas ça. Alors, le truc, c'est que les animaux, ils font ça pour la reproduction, et maintenant, nous, on ne se reproduit plus. Enfin, c'est pas notre enjeu. Il n'y a pas que les hommes qui font ça. Donc, quand on fait ça, soit on a envie d'une histoire charnelle et on y va et on vient pas pleurer après, soit on a vraiment envie d'une vraie histoire et dans ce cas-là, on prend le temps. Et ça, c'est une des clés. Aujourd'hui, tout va trop vite. Puis attendre, ça veut pas vouloir dire on fait un dîner, on fait un cinéma, et puis la troisième fois on couche avec, parce que ça, tous les mecs la connaissent celle-là. Hein. Alors, c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, quand on fait l'amour, dans les deux cas, hein, quel que soit notre sexe. Alors, pour les hommes, je suis un peu plus cool, parce que souvent, mes coachés, ils ont besoin d'avoir beaucoup d'expérience, parce que souvent, ils sont trop sages. Donc, eux, je vais pas leur dire non, tu attends la bonne ou rien. Mais chez les femmes qui ont eu plein d'aventures ou plein de débuts d'histoire qui se sont terminés en ghosting, je leur dis, si l'autre n'est pas déjà un petit peu touché par toi, remué s'il te dit pas je suis bien avec toi, tu m'as manqué, quand est-ce qu'on se voit, s'il fait pas des projets pendant quelques semaines, s'il est juste dans l'instant, bah oui c'est charmant d'être dans l'instant, mais dans ce cas la médite et puis on fait home ensemble quoi, home, mais on fait pas l'amour. Effectivement, ce sont les femmes qui tombent amoureuses quand elles font l'amour. La fille, elle fait l'amour avec le gars en espérant qu'il tombe amoureux d'elle. Parce qu'aujourd'hui, les hommes sont tendres et bons amants. Quand moi j'étais jeune, ils étaient ou des acteurs porno, ou des amoureux transis. Ouais. Et aujourd'hui, ils font l'amour parfaitement bien avec tendresse. Et les femmes tombent amoureuses. À chaque fois, elles me disent « Ah ouais, c'était bien. Ouais, on a tout fait avec tellement de tendresse. Il m'a collé toute la nuit, il m'a prise dans ses bras, il m'a fait un petit déj. » Et le gars, il est là, il fait le petit déj et tout. Il envoie même le texto post, genre « J'ai passé une nuit super. »
et après il disparaît. Justement, tu me disais, on est dans une époque particulière malgré tout, donc il faut y faire attention. Pourquoi tu dis qu'on est dans une époque particulière? Parce que ce sont les conséquences du féminisme, de la libération sexuelle, on est les égales des hommes et on veut vivre la même chose qu'eux, sauf qu'une femme, elle se sert ponctuellement avec un homme, même pendant plusieurs années, mais à un moment donné, elle passe à autre chose, alors qu'il y a des hommes qui peuvent rester là-dedans. Quand elle passe à autre chose, ça veut dire qu'elle a envie à un moment donné que la relation évolue, c'est ça? De toute façon, il y a eu beaucoup de coachés ou d'hommes que j'ai invités dans une autre vie à donner des conférences, et des hommes connus, séduisants, souvent séduisants parce qu'ils étaient connus, mais ils m'ont tous dit, la nana au début elle dit qu'elle veut une aventure, et au bout d'un moment elle tombe amoureuse, même dans le libertinage, et elle veut plus. Oui. C'est vrai ça. Alors que l'homme, lui aussi, il peut vouloir plus. Qu'est-ce que tu peux conclure? Ce que je peux conclure, c'est 1, je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai vécu et j'évite de répéter et j'apprends à me respecter. 2, je sais qui je veux et je ne rentre pas dans des histoires qui sont condamnées d'avance. 3, je passe à l'action, je sors, je vais sur les sites, dans les after-work. Je vais aussi dans des stages de développement personnel où il y a des hommes, des réunions du magasin de bricolage le samedi matin. Je regarde si les hommes ont des alliances. Golf, par exemple. Le golf, c'est très bien, oui. Le tennis, il y a beaucoup de femmes maintenant. Il faut aimer le golf. Et moi, j'ai plein de coachés qui aiment pas le golf. Okay. D'abord, je rencontre beaucoup de monde parce que de toute façon, il n'en restera qu'un, il n'en restera qu'une. Et il y a plein de gens qui vont nous faire perdre du temps. Donc, je ne perds pas du temps avec des gens qui sont pas fiables, etc. Et puis surtout, si on me met la pression, j'arrête tout de suite. C'est-à-dire que si je dis à l'autre que j'ai besoin de prendre mon temps et que l'autre essaie de m'embrasser quand même malgré moi, ou va au cinéma pour me mettre la main dans la culotte, là, il y a un problème. Il faut maîtriser les règles du jeu, c'est ça? Il faut être beaucoup plus prudent qu'avant parce que les codes qui faisaient qu'on était implicitement dans un début d'histoire et qu'on allait finir ensemble pour une belle et longue histoire d'amour n'existe plus. L'autre peut disparaître à chaque instant de la relation. Merci beaucoup. On est très frustrés parce que on doit finir cette émission qui était extrêmement passionnante, mais tu reviendras parce que tu as plein de choses à nous raconter et tu vas faire un live très prochainement sur mon compte La vie commence à 45 ans. Merci pour ton invitation.